Bonjour à toutes et à tous. Je suppose que comme moi, vous avez dû voir cette vidéo où l'on voit un homme être abattu d'une dizaine de balles dans le corps par des policiers de l'ICE, l'ICE, donc la police anti-immigration américaine. Donc cet homme, en fait, apparemment était un militant pro-migrant. Euh, L'ICE se défend en disant qu'il aurait été armé, qu'il avait une arme sur lui et qu'il avait des chargeurs pleins. Maintenant, dans la vidéo, ce qu'on voit, c'est qu'il est désarmé, complètement inoffensif, et qu'il ne représente plus aucune menace. Il a été neutralisé, en clair. Et malgré tout, il est exécuté froidement comme un chien de 10 balles dans le corps. On rappelle également que ce n'est pas le premier incident de ce type, puisqu'il y a déjà quelques semaines, on avait eu une dame qui avait été abattue par ces mêmes policiers de l'ICE euh, alors qu'elle était en voiture. Je crois qu'elle venait d'emmener sa fille à l'école ou quelque chose comme ça. Et on a beaucoup d'exactions, en tout cas de choses un peu limites, avec par exemple des enfants qui sont arrêtés, des trucs comme ça. Alors qu'on se comprenne bien, je ne suis pas du tout naïf en ce qui concerne les questions d'immigration. Je suis le premier à dire que c'est un problème complexe, qu'il peut y avoir des questionnements de la population qui sont justifiés ou non, qu'il s'agisse de questions économiques, sécuritaires ou identitaires. Euh, En ce qui me concerne, je ne pense pas que l'immigration soit un problème sécuritaire, dans le sens où je ne considère pas que lorsqu'il y a des crimes ou délits commis par des immigrés, ils le sont parce que ces gens sont immigrés, mais plutôt pour des raisons sociales, pour des raisons de précarité, puisque en général, ce n'est pas les origines d'une personne qui la pousse à commettre des crimes ou des délits, mais plutôt son milieu social, le fait qu'elle soit en galère. Alors je sais bien que certains vont me dire que ah, moi je suis pauvre et pourtant ça, je ne me mets pas à braquer ou à agresser des gens. Oui, bah oui, mais on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux. Certaines personnes sont plus fragiles psychologiquement que d'autres. Euh, voilà, on peut pas vraiment. C'est un peu au cas par cas, on peut pas faire de généralité. Pour les motifs économiques, moi je pars du principe que c'est pareil. C'est un peu une fausse excuse pour être contre l'immigration parce que l'économie. Ben, on arrive bien à trouver de l'argent pour financer les Jeux Olympiques ou pour faire la guerre en Ukraine ou pour tout un tas de conneries. Alors bon, je vois pas pourquoi on pourrait pas nourrir quelques miséreux, franchement. Par contre, là où il y a effectivement un problème au niveau de l'immigration, c'est plutôt sur des questions, des problématiques culturelles, identitaires. Donc moi, je considère qu'une immigration accélérée, sans frein, incontrôlée, peut détruire et dissoudre les cultures et créer une sorte de gloubi-boulga planétaire uniformisé qui détruit la diversité du genre humain, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, qu'on s'entende bien, l'immigration a toujours existé à une certaine échelle. Il y a toujours eu de l'immigration. Quelqu'un qui vous dit le contraire vous dira n'importe quoi. Mais on n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui une immigration aussi rapide, une telle accélération des flux migratoires. Ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes ne reconnaissent plus leur pays et souffrent du fait de ne pas reconnaître leur pays. Et ce ne sont pas des fous. Et cette souffrance doit être écoutée et prise en compte. Quand vous êtes né dans les années 50 et que vous étiez dans un pays majoritairement peuplé de personnes blanches, chrétiennes et de culture française, par exemple, comme vous, et puis que vous arrivez à 70-80 ans et que vous voyez de plus en plus de personnes originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient, musulmanes et qui ne parlent pas bien français, c'est logique que ça puisse être perturbant. Et moi, je ne pense pas que une immigration à de telles échelles soit positive, puisque ce qui fait qu'on aime le monde dans lequel on vit, c'est sa diversité. Pourquoi est-ce qu'on va voyager dans des autres pays, tout ça? C'est pour découvrir de nouvelles cultures, pour découvrir à quel point le genre humain est riche et diversifié. Si demain, le monde entier est uniformisé et se ressemble de New York à Tombouctou et de Moscou à Ouagadougou, par exemple. Bah, si tout est pareil partout et puis qu'on a les mêmes chaînes de magasins, la même langue, la même culture, la même religion, tout ça, bah, ça deviendra triste et ça deviendra uniforme, quoi. Ça deviendra gris. Donc ça donne pas très envie. Donc c'est pour ça que pour ma part, je suis d'accord avec une certaine critique de l'immigration incontrôlée et accélérée comme agent de la destruction des cultures. Euh, donc ça, on ne pourra pas m'accuser de naïveté à ce sujet. D'ailleurs, j'ajoute aussi qu'il faudrait aussi se poser la question de pourquoi est-ce que des personnes viennent en Europe, pourquoi est-ce que des personnes d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, etc. viennent s'installer en Europe.
c'est peut-être aussi parce que ça va pas dans leur pays, hein. C'est peut-être parce que c'est la guerre, c'est peut-être parce que ils crèvent la dalle, etc. Et il faudrait aussi se demander pourquoi c'est la guerre et pourquoi ils crèvent la dalle dans leur pays. C'est peut-être parce que nous, les puissances occidentales, on répartit mal les richesses et puis on les fait aussi souffrir sur leur terre. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Et puis aussi se dire que si demain on arrive à créer un monde plus juste et plus équitable, bah peut-être qu'ils y resteraient dans leur pays. C'est peut-être aussi un peu ça qu'il faut se dire, plutôt que de stigmatiser les migrants en tant que tels, hein. Je pense pas que eux ils viennent avec des intentions méchantes, ou ils sont pas là en mode, la plupart d'entre eux ils sont pas là pour coloniser l'Europe. Ils s'en foutent de ça. Eux ils veulent juste vivre décemment, avoir accès à une vie normal, quoi, manger, boire, dormir, être en sécurité, comme tout être humain digne en fait. Donc, enfin, moi je trouve que s'en prendre aux immigrés en tant que tel, c'est vraiment très bas et c'est à côté de la plaque. Voilà, c'est clair. Maintenant, donc, je suis d'accord, encore une fois, pour dire qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais à solution complexe, à problème complexe, pardon, solution complexe. On peut pas. En général, dans l'histoire, quand on commence à vous vendre des solutions rapides, simples et efficaces, c'est là que ça commence à partir en couille. C'est là qu'on en arrive au génocide, aux déportations, aux guerres, à l'autoritarisme, etc. Et c'est jamais une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai beau critiquer certaines dimensions de l'immigration, une solution qui implique de buter des types de 10 balles dans le dos, ça ne peut pas être une bonne solution. Les questions identitaires doivent toujours être subordonnées aux questions éthiques, aux questions d'empathie, aux questions de justice sociale, aux questions de respect des libertés. Si on commence si on commence à partir du principe que défendre sa culture et ses traditions, c'est plus important que d'être empathique et de respecter la liberté des gens, moi je trouve qu'on est sur une pente glissante. Donc je peux pas approuver ça. Voilà. En plus, soulignons quand même un truc, c'est que on est quand même aux États-Unis, hein, pour l'histoire dont je parle. On est dans le Minnesota. Dans le Minnesota, c'est à Minneapolis. Je mélange. Je sais pas si Minneapolis est dans le Minnesota, mais il faudra que j'aille revérifier. En tout cas, c'est Minneapolis. J'ai confondu parce que les deux mots commencent pareil. Vous me pardonnerez. Mais on est aux États-Unis, en tout cas. Donc on est sur une terre qui, historiquement, il y a encore quelques centaines d'années, appartenait aux Amérindiens, hein. Donc on a des Blancs qui sont sur cette terre, qui sont objectivement des étrangers, qui ne sont pas des autochtones et qui ont même génocidé le peuplement autochtone, puisque ce sont les colons européens qui ont massacré les Amérindiens, et qui, aujourd'hui, se croient pour les maîtres incontestés de ce territoire, et qui considèrent qu'ils ont un droit légitime, qui s'octroient le droit de décider qui a le droit d'y vivre, qui a le droit de ne pas y vivre, et qui doit entrer, pas entrer. Ces gens-là définissent l'identité américaine comme étant le WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant. C'est une définition qui est très moderne de l'américanité, puisque pour moi, la vraie définition de l'américanité, c'est d'être un Amérindien. Voilà, il faut revenir aux sources des choses, et je pense que les personnes qui considèrent que... Enfin, les personnes qui sont WASP et qui considèrent qu'ils sont les maîtres légitimes en Amérique sont des idiots, voilà, tout simplement. L'Amérique, comme le peuplement autochtone a été génocidé, l'Amérique ne peut plus être revendiquée, en fait. Ni les Blancs, ni les Noirs, ni les Asiatiques, ni les Latinos, enfin personne peut se revendiquer comme étant les maîtres de ce territoire. C'est un territoire qui est désormais multiculturel par essence. On ne peut plus... je veux dire, les Blancs j'ai toujours trouvé ridicule le nationalisme blanc américain, parce que les Blancs n'ont aucune légitimité à se revendiquer de cette terre. Enfin, pas plus que les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, etc. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire. En plus, encore une fois, c'est eux qui ont génocidé le peuplement autochtone. Donc, moi, je trouve vraiment ça arrogant et méprisant de la part de ces gens de s'octroyer le droit de décider qui doit rentrer ou non sur ce territoire. Donc moi, je pense quand même qu'il faudrait s'en inquiéter un petit peu de ce qui se passe là-bas, hein, avec l'ICE et tout ça. Ça se passerait en Iran, en Chine, en Corée du Nord, etc. On aurait déjà Bernard-Henri Lévy qui serait sur toutes les chaînes de télé pour nous expliquer qu'il faut à tout prix intervenir, que les droits de l'homme sont menacés, qu'il faut envoyer des troupes au sol ou bombarder, etc. Mais là, comme c'est the United States of America, ben là c'est les sauveurs, c'est les
les défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, c'est eux qui nous ont libérés des Allemands en 1944-45. Donc là, ils ont tous les droits, on peut rien leur dire, et ils ont un droit de veto. Voilà, ils peuvent tuer, ils peuvent déporter des gens, ils peuvent faire tout ce qu'on veut. Personne ne leur dira rien. Et moi, je dirais aussi de s'inquiéter un petit peu, parce qu'en France, on n'est pas en reste. Il faut quand même se rappeler de toutes les affaires de gens qui ont été tués pour refus d'obtempérer au cours des dernières années, qui est un phénomène dont on n'entendait pas tellement parler avant, et je trouve que ça se normalise. Alors je dis pas que ça n'est jamais justifié, il faudrait regarder au cas par cas, mais il faut pas non plus se voiler la face. Il y a certains flics qui ont objectivement la gâchette facile, voilà. Et je pense que c'est toujours une mauvaise idée d'idolâtrer l'uniforme et de donner systématiquement raison aux forces de l'ordre. Je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que ça reste quand même les servants du pouvoir, et si on leur donne carte blanche, ça peut partir très très loin, et ça peut sombrer vers l'autoritarisme, voire le totalitarisme. Et moi je trouve ça problématique qu'on questionne pas le fait que des flics tirent sur des gens sans sommation, et dans des contextes où la question de la légitimité peut se poser. Demain, ça sera peut-être vous, parce que vous avez participé à une manif non déclarée, parce que vous avez pas respecté un confinement, parce que vous avez posté un truc illégal sur internet, ou que sais-je encore. En fait, si vous donnez le doigt, ils vont vous prendre le bras. Il faut bien en avoir conscience. Donc il faut pas fermer les yeux sur ce genre de choses. Je reviens sur les États-Unis, parce qu'on est quand même dans un contexte où les États-Unis ont toujours été impérialistes, c'est pas une nouveauté, mais là, ils se cachent plus. La différence, c'est qu'avant, ils prenaient quand même le soin de parler, quand ils envahissaient des pays, tout ça, ils prenaient quand même le soin de parler au nom de la démocratie, des droits de l'homme, ce genre de choses. Mais là, c'est plus le cas. Par exemple, Donald Trump, quand il parle en son propre nom. On dirait Jules César. D'ailleurs, il signe toujours son nom en majuscule, ce taré. Il se prend pour Jules César, ce mec, ou je ne sais quel tyran. Et moi, je trouve que c'est très inquiétant. Le gars se permet de kidnapper des présidents de pays étrangers et de menacer d'autres présidents de leur faire pareil. Il a même menacé Macron de le kidnapper. Il augmente les droits de douane sur certaines marchandises quand certains pays prennent des décisions qui ne lui plaisent pas. Le gars est complètement en roue libre. Il dit lui-même qu'il est un dictateur et que parfois on a besoin de dictateurs. Il présente des photos du bureau ovale où on voit un projecteur qui montre une carte du continent américain, où on voit le Venezuela, le Canada et le Groenland annexés par les États-Unis. Le gars extorque le prix Nobel de la paix d'une façon détournée, et en même temps il explique au président danois que comme il n'a pas eu le prix Nobel de la paix de manière conventionnelle, du coup il n'a plus de raison d'être pacifiste, et qui va pouvoir envahir le Groenland. On rappelle quand même que le gars a été élu sur un programme isolationniste, voire pacifiste. Et le mec, là, en un an de mandat, il a fait que de faire des guerres et d'envahir des pays, et des trucs comme ça, quoi. Donc, il faudrait quand même commencer un peu à s'en inquiéter. On se rappelle aussi de son projet de Riviera à Gaza, hein, quand il avait fait un clip où on voyait que de l'obscénité, on voyait que des bifetons, des femmes à moitié à poil, de l'or partout, des grosses voitures et tout ça. Voilà, on voit le personnage de Donald Trump qui ressort, hein, ce personnage grossier et vulgaire. On rappelle que ce mec ne s'alimente quasiment que de fast-food, qu'il a trompé sa femme avec une actrice pornographique. Enfin, ce mec est un gros porc, disons-le clairement. Voilà ce qui dirige les États-Unis d'Amérique, et voilà ce qui sert de modèle à toute une partie de la droite qui se prétend pourtant adepte d'une forme de rectitude morale, voire de religiosité. Donc ça fait un peu pitié quand même. Enfin, donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter sur ce qui se passe aux États-Unis. Encore une fois, on a fait tout un pataquès sur la Russie par rapport à l'Ukraine, pour un dixième de ce qui a été fait par les États-Unis là au niveau géopolitique en à peine un an. Donc c'est pareil, encore une fois, 2 poids 2 mesures. Il faudrait quand même commencer à se poser des questions. Donc je précise que les démocrates, c'est pas mieux, hein. Biden, c'était une sombre merde. Obama également, et quasiment tous les prédécesseurs de Trump, hein. À part peut-être JFK, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il s'est fait assassiner, si vous voulez mon point de vue. Donc c'est pas une question de démocrate républicain, c'est vraiment les États-Unis. Il y a vraiment pas grand-chose de bon qui peut sortir de ce pays, à moins qu'il y ait de nouvelles révolutions. Mais sinon, faut pas non plus se faire trop d'illusions. Et dans tous les cas, voilà, on assiste à un empire en décrépitude qui tente encore quelques petits soubresauts pour essayer de se maintenir. Et les vagues engendrées par ces soubresauts peuvent être particulièrement violentes. Voilà.
Je voudrais faire un dernier petit point avant la fin de cette vidéo sur la question iranienne. On observe depuis quelque temps donc, de nombreuses manifestations contre le régime des ayatollahs en Iran, avec entre autres une volonté de rétablir le Shah, des revendications plus ou moins féministes, donc contre le port du voile, contre les injonctions religieuses, etc. Et bien évidemment, on a Israël et le monde occidental qui prend parti pour cette insurrection. Bien évidemment, comme toujours, d'un regard cynique, non pas parce qu'ils soutiennent honnêtement le peuple iranien, mais parce qu'ils espèrent tout simplement pouvoir tirer un bénéfice du renversement de l'Iran avec l'installation d'un gouvernement pro-occidental, tout simplement. Au passage, on se rappelle de ce que ça a donné les gouvernements pro-occidentaux quand la Syrie, Bachar el-Assad a été renversé, il y a un islamiste qui a pris le pouvoir à la place. En Irak, c'est pareil. On a eu en Libye aussi, on a eu des mouvements terroristes qui ont prospéré. En Irak, c'est notamment là que Daesh est apparu, entre autres, suite à la chute de Saddam Hussein. Enfin, en général, ça donne rien de bon quand les Occidentaux commencent à se mêler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça a plutôt tendance à aggraver les situations plutôt qu'autre chose. Alors pour ma part, je ne dis pas que le régime iranien est mon modèle, c'est pas le cas. Je suis contre tout type de gouvernement qui impose un dogme de manière autoritaire. En l'occurrence, là-bas, c'est un dogme religieux. On parle de l'islam chiite. Donc moi, je suis contre le fait qu'on force les gens à se conformer à une religion ou à une idéologie politique ou philosophique ou peu importe. Je ne suis pas du tout dans ce courant de pensée-là. Donc pour ma part, je ne me reconnais pas et je ne serais sans doute pas heureux sous le régime iranien. Mais ma foi, le peuple iranien est souverain et s'il veut renverser son régime, c'est à lui de le faire. C'est un peuple autonome. Nous n'avons pas, nous, occidentaux, à nous ingérer dans les affaires de ce pays. Voilà. Il faudrait arrêter ce paternalisme néocolonial de penser que nous, parce que nous sommes des Européens ou des Américains ou quoi, on a le droit et la légitimité de s'ingérer dans les affaires d'une nation souveraine étrangère. Voilà. Si les Iraniens veulent changer de régime, ils sont grands, ils peuvent le faire eux-mêmes, il n'y a pas à s'ingérer dans leurs affaires, c'est n'importe quoi. Voilà. On imagine mal si demain on avait la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, encore une fois, ou même la Russie, qui venaient soutenir, par exemple s'ils avaient soutenu les Gilets jaunes, par exemple, en les aidant, et puis en appelant à renverser Emmanuel Macron, voire en menaçant plus ou moins d'envoyer des troupes, ça aurait été scandaleux, tout le monde se serait scandalisé, et à raison d'ailleurs, parce qu'aucune puissance n'a à s'ingérer dans les affaires d'un autre pays. C'est pas légitime. Mais là, comme il s'agit de l'Iran, tout est permis parce que il y a cette espèce de mentalité néocoloniale où on considère que finalement, le message implicite derrière ça, c'est que les États occidentaux considèrent que l'Occident a une sorte de supériorité par rapport aux nations du reste du monde. Voilà. Et c'est en fait, ça se manifeste par ce genre de choses. On rappellera également que l'Iran, quoi qu'on en pense sur le plan géopolitique, reste quand même un des seuls pays, voire le seul pays qui se préoccupe du sort des Palestiniens et qui prend leur défense. S'il n'y avait pas l'Iran, sans doute que Gaza et la Cisjordanie auraient déjà totalement été annexés par les Israéliens. Ils ne se seraient pas gênés. Le seul obstacle qui se dresse face à ça, c'est sans doute l'Iran, justement. Donc si le régime iranien chute, on se doute qu'Israël va prendre beaucoup moins de pincettes pour terminer de régler le sort des Palestiniens. Donc voilà, c'est assez terrible quand même. Et là encore, quoi qu'on pense du régime iranien en tant que tel, force est de constater que si ce régime n'était pas là, les Palestiniens n'auraient pas grand monde pour prendre leur défense. Parce qu'on a des États arabes et musulmans qui sont quand même assez lâches et qui défendent les Palestiniens sur le papier, mais dans la pratique, ils font pas grand-chose. Et des États occidentaux qui sont au mieux dans la même posture que ces États arabes, au pire carrément complaisants, voire supporters d'Israël. Donc si demain l'Iran chute, les Palestiniens vont se retrouver bien seuls. Hein. C'est assez inquiétant parce que quand on voit le génocide qui se passe là-bas, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui sur ces trois questions, donc de l'ICE, de l'impérialisme américain sous Trump et de l'Iran. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à partager cette vidéo, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne.
Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.